Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La formation et la recherche au service du développement, c'est le thème du cinquantenaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey et c'est le président de la République, Bazoum Mohamed, qui a procédé ce matin à la faculté des sciences et techniques des festivités commémoratives du 50e anniversaire de la dite université. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Temple du savoir de l'enseignement supérieur au Niger, l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a formé de nombreux cadres de l'administration, le célèbre ainsi son cinquantenaire. Anniversaire au cours duquel le président de la République a marqué de son empreinte à travers l'inauguration d'une amphithéâtre de 1000 places de tentes marocaines et d'un hotspot Wi-Fi, au grand bonheur des étudiants et du rectorat qui d'ailleurs ont tour à tour salué Bazoum Mohamed pour son engagement au profit de l'enseignement supérieur. Pour le ministre de ce secteur, ces infrastructures qui ont vu le jour grâce au président de la République vont contribuer dans la résolution des problèmes liés à l'insuffisance des infrastructures académiques et sociales et la fracture numérique dans les universités. Ces amphithéâtres montaient en quelques semaines, selon le constructeur, une durée de vie de 5 à 7 ans. Cette longévité peut être prolongée avec des mesures de renforcement et de protection des structures. Pour mettre nos universités au diapason, vous avez aussi confié à l'Agence nigérienne de la société de l'information ANSSI un programme de couverture en Internet de toutes les universités publiques. L'université Abdou Moumouni de Niamey et son campus, choisis comme site pilote, sont aujourd'hui entièrement couverts comme en connexion Wi-Fi haut débit. Pour l'année 2022, le budget du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche a été rehaussé de plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui permettra à nos universités publiques de couvrir les droits statutaires de leur personnel. Mieux, l'horizon de nos universités publiques semble s'éclaircir avec le vaste programme de construction d'infrastructures académiques et sociales. Sur un projet global de plus de 100 milliards, l'université Abdou Moumouni connaîtra la première, ses premiers chantiers constitués entre autres de 2 amphis de 2000 places chacun, d'un amphi de 1000 places, de 2 amphis de 500 places, d'un amphi de 250 places, de 2 salles de cours de 2 fois 250 places en rez-de-chaussée plus 1, 2 bâtiments d'une capacité de 600 lits chacun pour les résidences universitaires, un restaurant universitaire de 600 couverts avec annexe, 2 laboratoires et des salles de cours de petite dimension. Dans 30 à 36 mois, l'université Abdou Moumouni de Niamey, en plus des 3000 places des chantiers actuels, c'est-à-dire l'amphi 1000 places qu'il y a et les 2 amphis 1000 places en préfabriqué, actuellement en cours, l'université verra ses capacités d'accueil augmenter de plus de 6000 places additionnelles et de 1200 lits pour étudiants. Ce sont au total 82 085 mètres carrés de surface à construire pour une première enveloppe de 32 milliards de francs CFA, rien que pour l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est à cœur ouvert et sans langue de bois que Bazoum Mohamed s'est adressé à l'assistance tout en invitant tous les acteurs impliqués dans l'enseignement supérieur de jouer leur partition pour la bonne marche des universités. Chaque fois que c'est le oui du mois, le SNEX décide qu'il arrête le travail et de façon mécanique, tout le monde reste chez lui. Moi, je trouve ça totalement déplorable parce qu'il y a une lenteur d'une administration qui est incompétente là-bas, aux finances ou quelque part. Mais pourquoi, sachant que de toute façon, le salaire il va tomber ou le lendemain ou dans 2 jours, pourquoi on observerait une grève comme si ça ne suffit pas d'avoir déjà perdu beaucoup de temps et d'avoir accumulé les promotions en une même année? Non, moi je trouve ça totalement absurde, franchement. Mais il y a une défaillance, on va corriger la défaillance. Vous ne voulez pas patienter jusqu'à ce que nous corrigions la défaillance? Et les étudiants, vous êtes là avec un calendrier. Telle date, il y a eu tel étudiant qui est mort, on arrête les cours.
Ça, au lieu de commémorer des dates de ce genre-là par d'autres formes de manifestations, comme ça se fait partout au monde, non, la grande base, elle observe la grève. Une journée de grève. Ça n'a pas de sens. Un jour, vous savez, ils ont décidé qu'il y aura une semaine culturelle. Et ils vont observer 3 jours de cessation de cours. Je dis, attends, vous êtes sûr que c'est une semaine culturelle? Non, c'est une semaine aculturelle, celle-là, parce que les cours, c'est ça la culture. Mais si vous suspendez vos cours, vous qui avez tellement perdu de temps et vous qui avez tellement besoin d'heures, c'est comme le sang, les heures pour les cours. C'est-à-dire si vous êtes anémié et que vous dites que vous allez diminuer un peu de votre sang, mais vous vous condamnez. Je vous assure que les heures de cours, ils sont à vous ce que le sang est à l'organisme de l'humain. L'éducation est le secteur choisi par le président de la République pour le développement harmonieux du Niger, raison pour laquelle il dit mettre les bouchées doubles en injectant des moyens conséquents dans ce secteur. C'était là donc le lancement des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey par le président de la République. Une cérémonie grandiose hier mardi 22 mars 2022 à l'université de Dosso. Cette cérémonie marque la fin du premier semestre et le début du deuxième au titre de l'année académique en cours placée sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Mahmoudou Djibou, PhD. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. À la croisée des semestres marque ainsi la fin du premier semestre et le début du deuxième de l'année académique en cours à l'université de Dosso. Une université qui a un effectif de plus de 1000 étudiants. Cette année, nous avons fini le premier semestre et que l'année va se terminer normalement en fin juin. Je vous présente très rapidement ce que c'est que l'université de Dosso. C'est une université dédiée au numérique. Nous avons une faculté de sciences et techniques et de l'innovation, parce que nous allons bientôt changer le nom pour ne pas faire exactement ce que fait Niamey, pour ne pas dupliquer. Dans cette faculté des sciences et techniques, nous avons 3 grands départements. Un département mathématiques appliquées et informatique, un département numérisation des sciences de l'environnement et un département numérisation des sciences de la matière. Dans toutes ces formations, nous mettons en avant l'informatique, le numérique, les télécommunications. Ensuite, nous avons un institut universitaire de technologie. Cet institut universitaire de technologie a également un certain nombre de départements. Donc, département télécommunications. Mais il y a surtout un département sur lequel je voudrais insister parce que là, personne ne sait que ça existe réellement. C'est le département dit Infocom. C'est-à-dire qu'à Dosso, nous formons également des journalistes appelés journalistes rédacteurs d'images et de son. Arrivés dans l'enceinte de l'université, ces étudiants ne parlent plus autre langue que le français. Cette cérémonie dénommée à la croisée des semestres de l'université de Dosso s'est tenue sous les signes du mérite, de la visibilité et de la performance pour donner une vision actuelle de cette université. L'innovation et la performance dans l'enseignement supérieur sont des symboles forts auxquels s'attache le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, qui place le secteur de l'éducation au centre des priorités de son programme pour le Niger. Cette volonté de son Excellence sur le président de la République est traduite par la déclaration de politique générale du gouvernement présentée devant la représentation nationale par M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour traduire cette ambition de rédemption de notre système éducatif, mon département ministériel s'attelle à revenir aux fondamentaux de base, à savoir, entre autres, la normalisation des années académiques, une qualité avérée dans l'enseignement et une ouverture vers tous les acteurs de développement avec une prise en compte
dans le souci d'aider les autorités rectorales de l'université de Dosso, mais aussi dans le souci de contribuer au développement et à la promotion de la formation des étudiants, la mairie de Dosso a mis à la disposition de l'université de cette région un terrain de 100 hectares en plus d'un autre déjà octroyé par le sultan de Dosso. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des recteurs des différentes universités publiques du Niger, des représentants de plusieurs universités des États du Nigeria, du haut représentant du président de la République et de beaucoup d'autres invités de marque. L'université de Dosso est spécialisée dans le domaine de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. La compagnie aérienne française Air France menace de licencier des Nigériens travaillant pour cette multinationale pour, dit-elle, des raisons économiques. Toute chose que réfute la CNT centrale à laquelle est affilié le syndicat unique de la météo et l'aviation civile dont son militant les concernés. Plus de détails sur cette affaire avec le secrétaire général adjoint de la CNT, Moussa Adam. Le plus important pour nous, c'est de faire échec à la manœuvre sournoise que Air France veut utiliser pour licencier nos camarades. Il n'en est pas question. Alors, déjà, les entretiens que nous avons eus avec l'autorité du tutelle, à savoir le ministère de l'Emploi, sont déjà encourageants parce que nous sommes sur les mêmes positions, que nous avons la même appréciation de l'application du droit. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes engagés dans cette lutte et plaise à Dieu, aucun travailleur d'Air France ne sera licencié sous cette forme parce que la procédure qu'ils ont engagée est contraire à la loi. Figurez-vous que Air France dit qu'il licencie pour motif économique et les arguments qu'ils ont avancés ne peuvent convaincre personne. Le motif économique, conformément à la loi, normalement Air France doit déposer son bilan des 3 dernières années, ce qui n'a pas été le cas. Ça veut dire que jusqu'à présent, Air France n'a pas prouvé le licenciement économique. C'est très facile de dire que je licencie pour motif économique. Donc, il faut qu'il prouve cela. Ça n'a pas été le cas. Deuxième chose importante, nous sommes dans une entreprise et les décisions doivent se prendre de façon inclusive. Les travailleurs n'ont pas été impliqués dans ce processus-là. Et je rappelle que nos camarades ont été même très diligents à l'égard de Air France parce que, en raison de la Covid-19, nos camarades ont accepté de renoncer à 15% de leur salaire, s'il vous plaît, depuis 2020. Et ils ont même un protocole d'accord qu'ils ont signé et qui court jusqu'à décembre 2022. Et 2 mois seulement après la mise en œuvre de cet accord, Air France revient pour dire qu'ils vont se licencier les gens. Ils se croient dans quel pays? Ils pensent que le Niger est un non-Islam? Non. Je crois que Air France doit arrêter cette supercherie. Ils doivent arrêter cette supercherie parce que nous allons faire recours à tous les moyens légaux. Nous ne ferons pas comme eux qui pensent qu'ils sont en territoire conquis. Non, nous allons suivre les voies légales pour faire échec à leur surnoiserie. Et autre chose, par rapport à nos camarades qui ont consenti, je disais tout à l'heure, 15% de leur salaire, il faut souligner que cela est illégal. Le Code du travail du Niger ne prévoit pas des abattements de salaire collectifs. Ça ne figure nulle part ailleurs dans la loi du Niger. Le Code du Niger ne le prévoit pas. Et Air France l'a appliqué. Sur quelle base? Et nous pensons qu'à ce niveau, le gouvernement du Niger doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de Air France pour violation des dispositions de la réglementation en vigueur.
Accusé de diffamation à la suite d'une publication faite pour dénoncer la légèreté dans le jugement d'une affaire qui mettait en cause un enseignant d'EPS de Bonkoukou, le sieur Ahmed Issoufou Bello du mouvement Tournons la page a été placé en mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Après 48 heures de détention, il a été relaxé hier en présence de nos reporters Nasser Seydou et Ibrahim Boubacar. Militant et lanceur d'alerte du mouvement Tournons la page, Ahmed Bello Issoufou est libre de ce mouvement après 48 heures de sa détention à la prison civile de Niamey. Il vous souviendra que ce monsieur a été arrêté à la suite d'une plainte portée contre lui par le chef de brigade de la gendarmerie du département de Filengue qui l'accusait de diffamation. Relaxé donc par manque de preuves suffisantes permettant de l'inculper, Issoufou Bello s'est dit heureux d'avoir recouvré la liberté tout en dénonçant des mesures dissuasives. C'est un sentiment de satisfaction parce que je ne suis en réalité responsable de rien. C'est des fausses manigances qui ont été faites à mon égard, peut-être pour nous dissuader ou bien peut-être pour ralentir l'élan que nous avons dans le combat pour la défense des droits humains. Je ne peux qu'être satisfait que la justice m'a innocenté dans cette affaire. Mais je tiens à rappeler aux acteurs de cette manigance que pour un acteur de la société civile qui est convaincu de ce qu'il fait et qui fait ses actes conformément aux droits positifs de son pays, quand on l'amène en prison, c'est juste on l'amène dans un cadre de renforcement de ses capacités. A rappelé que c'était suite à une publication sur sa page Facebook où il dénonçait une certaine légèreté dans le traitement d'un dossier de cas de viol dont le service de gendarmerie de la dite localité avait en charge que Bello a été interpellé. Depuis sa mise en cause dans cette affaire, il dit avoir bénéficié d'un soutien consistant du mouvement Tournons la page. L'organisation a d'ailleurs, dans un communiqué et des sorties médiatiques, déploré le sort réservé à ce lanceur d'alerte qui n'a que dénoncé des injustices sous toutes ses formes. Ouverture d'un atelier de formation des nouveaux membres du BEN-CNT sur les techniques de lobbying et plaidoyer en lien avec le dialogue social constructif au Niger. C'était ce matin à Africa Hall de Niamey. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Sadou Duni. Cet atelier de formation des nouveaux membres du bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail BEN-CNT est le fruit d'un partenariat entre la CNV internationale et la CNT. Cette rencontre vise le renforcement des capacités des responsables syndicaux sur les techniques de lobbying et plaidoyer pour la promotion du dialogue social constructif au Niger. Le credo de la CNT, c'est effectivement le dialogue social et c'est dans ce sens qu'effectivement, en partenariat avec CNV International, avec l'appui du Bureau Conseil de Cotonou, nous nous sommes dit qu'il est important que les nouveaux membres puissent être outillés afin d'être en mesure de mieux défendre, en tout cas l'organisation, mieux se défendre et mieux défendre les militantes et militants. En ce qui concerne les lobbying, mais surtout les plaidoyers, parce que pour nous, il faut les mettre à l'actif aujourd'hui de la Confédération. Sur 2 jours, j'ose espérer que vous serez attentifs et vous serez participatif aussi à cet atelier qui est plus technique que, en tout cas, théorique. Et cela nous permettra de peut-être continuer à acquérir des acquis pour notre organisation. Vu l'importance du thème de cet atelier, la coordinatrice technique du CNV International appelle les participants à plus d'attention au débat. Nous osons que vous allez tous ensemble donner le meilleur de vous-même, participer, apporter votre expertise pour que nous apprenions les uns des autres pendant ces 2 jours que nous allons passer ensemble pour maîtriser davantage les techniques de lobbying et plaidoyer pour renforcer notre pratique du dialogue social. Durant donc les 2 jours que dureront les travaux de ces assises, les participants seront mis édifiés sur le concept du dialogue social constructif et le contexte de lobbying et plaidoyer.
Cérémonie de présentation et la signature de convention du projet d'appui aux femmes de DIFA entre l'Agence française de développement et l'Action contre la faim. Ce projet dénommé Kamo Abarka en langue kanuri, qui signifie Femmes en avant, sera mis en œuvre par le consortium ACF et les ONG DICO et Agir Plus. Ce projet est d'une durée de 3 ans et financé à hauteur de 5,2 milliards de francs CFA. Les détails avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Ce sont là les acteurs locaux de développement et partenaires techniques réunis autour de cette table pour la signature de la convention du projet d'appui aux femmes de DIFA entre l'Agence française de développement et l'Action contre la faim, leader du consortium. Au total, 15 500 personnes bénéficieront de ce projet, dont 14 700 femmes issues des communes de Ménessoroa et Chetimari verront leur capacité humaine et employabilité renforcée. L'AFD vise à renforcer non seulement l'autonomisation des femmes, mais aussi leur résilience dans les situations de crise. Donc, parce que comme vous le savez, DIFA a connu une période un peu compliquée et continue d'ailleurs à être parfois aux prises avec différentes crises. Et les femmes sont les populations les plus vulnérables, sont les plus touchées. Et donc ce projet vise à les aider à renforcer leur résilience à travers différentes activités dont elles sont les bénéficiaires, que ce soit l'accès aux soins, l'accès à des soutiens psychosociaux, des appuis pour la promotion de l'entrepreneuriat. Après avoir salué cette initiative, le gouverneur de la région de Difa a souligné l'importance de cette dernière pour la population de sa région, déjà touchée par le Boko Haram. Je salue vraiment vivement cette initiative et je souhaite que ce projet puisse atteindre des objectifs et viser particulièrement les femmes en améliorant leurs conditions, en les assistant moralement surtout et matériellement pour leur réinsertion sociale et pour qu'elles puissent trouver une vie normale. Parce que sincèrement, le bouleversement psychologique est très fort. Pour ce qui est de la région de Difa, nous pouvons dire que Boko Haram agit beaucoup plus contre les femmes que contre toutes les autres couches. Pour sa part, le chef de la diplomatie française au Niger a réitéré l'engagement de la France à accompagner le Niger face aux défis multiples. Le choix de cette région de Difa, alors c'est vrai que nous les diplomates, les spécialistes de l'aide au développement, enfin tous les bailleurs, on est basé à Niamey, on est loin de Difa, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie cette région. Au contraire, on la garde en tête de nos priorités. Une région qui a beaucoup souffert, victime de la violence. Le gouverneur a décrit notamment ce que subissent les femmes, ou ont subi les femmes. La situation, il faut quand même le signaler, s'améliore dans la région et je souligne les efforts de l'État du Niger en la matière sous l'autorité du gouverneur. Et je l'en félicite et on s'en réjouit. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut multiplier, augmenter, accroître notre aide, nous, la France bien sûr, mais aussi les autres bailleurs, au profit de cette région de Difa. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a témoigné de l'engagement de l'État à soutenir ce projet avant de recevoir le pagne de la paix qui symbolise le retour de la paix, immortalisant ainsi cette cérémonie. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey de l'atelier de restitution de l'étude universitaire sur les enjeux de l'intégration et la protection des droits des migrants au Niger. Cet atelier est organisé par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement avec l'appui financier de l'Union européenne. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Halidou Bouraima. Restituer les résultats de l'étude sur les enjeux de l'intégration et de la protection des migrants au Niger. C'est à cet exercice que sont invités les participants à cet atelier organisé par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement JMED dans le cadre du projet Appui à l'engagement de la société civile dans la promotion et la protection des droits des migrants au Niger, PROMIG. Ce programme qui se structure autour de 3 axes d'intervention vise à soutenir les dynamiques, les synergies entre les organisations de la société civile d'une part, mais aussi entre ces dernières et les institutions étatiques sur la question migratoire. C'est donc dans ce cadre
qu'un certain nombre d'activités de plaidoyer sont prévues autour de certaines thématiques centrales par rapport à la gestion de la migration au Niger. Dans ce cadre, une première étude universitaire a été réalisée sur les défis d'une politique nationale de la migration adaptée aux réalités et aux besoins nationaux. Cette préoccupation, qui fait partie également des activités de plaidoyer de la société civile, avait permis non seulement de relever le processus, de rappeler le processus d'élaboration de la politique nationale de la migration, mais également de ressortir les rôles et la plus-value des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la politique nationale de la migration. Financé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et la coopération suisse, ce programme est à sa 3e phase. L'atteinte des résultats du programme du PASOK, qui prend fin au mois de mai, dépend en grande partie des actions qui sont réalisées par les ONG bénéficiaires de ces subventions. Et je pense que le GIMET aujourd'hui nous prouve que la société civile a les capacités effectivement de mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles les projets et programmes de l'Union européenne. Pour renforcer leur capacité de plaidoyer. Parce que le plaidoyer, il doit être bâti sur des connaissances scientifiques. On ne peut pas faire du plaidoyer comme ça sans maîtriser les textes, sans maîtriser la réalité du terrain. Et donc la crédibilité de la société civile dépend en grande partie de sa capacité à faire des plaidoyers avec des arguments scientifiques. Nous avons un intérêt commun, conjoint, sur la problématique migratoire, qu'elle soit au Niger, sur un pays de départ ou de transit, qu'elle soit en France, sur un pays d'arrivée. Et c'est ce qui nous intéressait, Forum Réfugiés COSI, en tant qu'organisation française, de réfléchir conjointement avec des acteurs nigériens à cette problématique de la migration. Le deuxième intérêt que nous voyions dans ce projet est cette dynamique de réseau que souhaite enclencher à la fois le PASOK à travers cet appel à proposition, mais bien sûr le REMID, donc dans cette structuration d'encourager un travail, une collaboration entre les organisations nigériennes qui s'intéressent à cette question migratoire. Mise en œuvre par l'ONG GIMED, ce projet vise à soutenir l'engagement de la société civile dans la promotion et la défense des migrants au Niger. Pour rappel, l'étude de ce projet a été conduite par l'Université d'Ottawa, un projet qui cadre d'ailleurs avec la politique nationale de migration du gouvernement. Chronique juridique à présent. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème portant sur la question préalable et question préjudiciable. Ce thème nous est présenté par Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. Question préalable et question préjudicielle. Il s'agit là de deux notions qui sont un peu voisines, mais dont la différence est substantielle. D'abord, lorsque vous prenez la question préalable. Alors la question préalable, il s'agit d'une question qui est posée à un juge, un tribunal ou une juridiction de manière générale, question à laquelle la dite juridiction est obligée de répondre avant de se prononcer sur l'affaire au fond. Alors, lorsque vous prenez les dispositions du Code de procédure civile nigérien, par exemple au niveau de l'article 115, il y a un certain nombre d'exceptions qui ont été prévues, par exemple. Et parmi ces exceptions, vous avez l'exception de caution judicatum solvi. Alors, l'exception de caution judicatum solvi, c'est une exception qui permet à un Nigérien d'opposer à un étranger, dans le cas d'une procédure, de verser une somme avant que la juridiction ne puisse se prononcer. Alors, lorsque un juge ou une juridiction est saisi d'une question ou d'un litige, et que vous soulevez par exemple cette question de caution judicatum solvi, la juridiction est obligée de se prononcer d'abord
sur cette question de quotient judicatum solvi avant de connaître l'affaire au fond. Alors cette question de quotient judicatum solvi s'analyse ici en une question préalable. Et ça peut également être une exception d'incompétence, par exemple. La juridiction est obligée de se prononcer sur sa compétence pour connaître de l'affaire avant de pouvoir examiner l'affaire au fond. Vous voyez, la question préalable, elle relève de la compétence du même juge. Comme on le dit, c'est le juge de l'action qui connaît de l'exception. Alors, en ce qui concerne la question préjudicielle, à la différence de la question préalable, la question préjudicielle, elle relève de la compétence d'une autre juridiction, autre que la juridiction qui a été saisie de l'affaire. Lorsque dans le cas d'une procédure, vous soulevez devant une juridiction une question, par exemple, d'exception d'inconstitutionnalité d'une disposition, la juridiction qui est saisie de l'affaire est obligée de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, qui est le juge qui est chargé de contrôler la régularité ou la conformité des normes par rapport à la Constitution, se prononce sur cette exception d'inconstitutionnalité. Alors vous voyez là, en ce qui concerne la question préjudicielle, c'est une autre juridiction qui doit d'abord répondre à cette question avant que la juridiction initiale qui a été saisie puisse se prononcer sur la question au fond.